Ah là là, les embruns, le sable chaud, le soleil, y'a que ça de vrai. Dis-moi, tu fais quoi dans la vie? Je suis top modèle. En ce moment, je travaille pour une marque de lingerie. Et toi? Moi, je travaille sur une chaîne YouTube. Tu connais AstronoGeek? AstronoGeek? Oh ouais, trop sexy. Ben, je gère les plannings, la production et une stagiaire qui fait les sponsors. Ah ouais? Et t'as déjà rencontré NordVPN? NordVPN, c'est pas une personne. Ah bon? J'entends tout le temps parler des vidéos de NordVPN. Non, en fait, NordVPN, c'est un service qui permet, quand tu t'y connectes, de faire croire que t'es n'importe où dans le monde. Et à quoi ça sert? Ben, à plein de trucs, en fait. Par exemple, t'installes NordVPN sur ta télé, tu te connectes en Angleterre et bim, ton Disney Plus te propose le dernier film La Planète des Singes, qui est pas encore dispo en France. Ou si tu te connectes aux US, tu peux regarder Death Note. Tiens, en parlant de ça, t'aimes les mangas? Ouais, mais je préfère les fruits de la passion. Donc si tu te connectes en Turquie, l'abonnement à Crunchyroll est moins cher. Il paraît qu'en Turquie, on est obligé d'embrasser avec la langue. Ouais. Et si tu te connectes en Égypte, c'est Prime Video que tu payes moins cher. Et si tu te connectes en Albanie, tu peux regarder YouTube sans pub. L'Albanie, c'est un pays chaud. Pas vraiment, non. Alors, tu crois qu'il se réchauffe comment? Je sais pas. Et toi, tu sais? Ah, j'ai peut-être une idée. Et tu peux me montrer? Aucun problème, je te transfère le mail. Hein? Quoi? Qu'est-ce que... Oups là, normalement t'as reçu le mail. Quel mail? Mais celui que tu m'as demandé de te montrer avec la NEI offre NordVPN. Pour la rentrée, si tu prends l'abonnement de 2 ans, est 4 mois supplémentaires et en plus tu as un bon pour 6 mois d'abonnement que tu peux donner à qui c'est que tu veux. Mais c'est que en France et avant le 11 septembre, après ça marche plus. Et pour ça, il faut utiliser le code AstronoGeek. Tu veux aussi que je te montre le lien qu'on met dans la description? Non, c'est pas la peine. D'accord. Mais pourquoi tu me parlais de réchauffer l'Albanie? Non, pour rien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de moutons morts, d'armes à feu, d'accélérateurs de particules, de supernovae et de Godzilla subatomique. Tu vas nous raconter un trip sous acide? Non. Je vais raconter l'histoire de la particule Oh My God. Bienvenue au Dugway Proving Ground. Enfin, bienvenue, façon de parler. Le Dugway Proving Ground, ou site de test de Dugway si vous préférez, se trouve à 140 km au sud-ouest de Salt Lake City, dans l'Utah. Il fait partie d'un ensemble de sites de tests militaires dans le désert états-unien, autant dire que non, vous n'y êtes pas vraiment les bienvenus. Et même si vous l'étiez, je suis pas sûr que vous voudriez y aller. En effet, le site a d'abord été établi pour y tester des armes biologiques et chimiques. Ambiance. D'ailleurs, en mars 1968, l'armée y a réalisé 3 tests d'armes chimiques. Le premier consistait en un tir d'artillerie, les obus contenant du VX. Ensuite, ils ont brûlé 600 litres d'agents neurotoxiques à l'air libre pour voir, et finalement ils ont utilisé un avion de chasse pour disperser le contenu d'une bonbonne d'agents neurotoxiques. Probablement du VX aussi. Pourquoi probablement du VX ? Parce que 43 km plus loin, 2150 moutons d'un ranch ont été retrouvés morts avec du VX dans l'organisme. Et avec les agonisants qui ont dû être euthanasiés, ça fait un total de 6400. Ajoutons dans le lot le rancher et sa famille qui ont souffert de maladies du système nerveux. L'armée n'a jamais reconnu sa responsabilité dans la mort des moutons, mais a quand même filé un gros chèque au rancher. À mon avis, il devait y avoir écrit « Ferme ta gueule » au dos. L'incident a poussé Richard Nixon à bannir les tests d'armes chimiques en plein air et a donné naissance au film Rage de George Scott, où un rancher part en vendetta contre l'armée après que son fils ait été tué dans un accident de gaz neurotoxique. Spoiler, il finit gazé lui aussi et autopsié dans un labo secret de l'armée. Stephen King aussi s'en est mêlé avec The Stand, une nouvelle post-apo où les survivants s'entre-déchirent après une pandémie de grippe génétiquement modifiée pour servir d'armes biologiques. Enfin bon bref, cet événement a fait pas mal parler de lui, donc je pense qu'il méritait une petite parenthèse que je referme maintenant. Donc n'en revenons pas à nos moutons, mais au Dugway Proving Ground. À la fin de la guerre froide, les activités sur le site sont devenues un peu plus... Enfin un peu moins... Enfin ça va quoi. Et donc l'université de l'Utah y installe le High Resolution Fly's Eye Cosmic Ray Detector, abrégé HFRSD,
mais qu'on appellera simplement l'œil de mouche. C'était un ensemble de boîtes de conserve géantes abritant chacune un détecteur de particules à haute énergie provenant de l'espace. Et les chercheurs qui y bossent ne vont pas être déçus car le 15 octobre 1991, ils y détectent une particule tellement énergétique qu'elle sera baptisée la particule Oh My God. Mais avant de continuer, parlons un petit peu d'énergie. Prenez un électron au repos et soumettez-le à un potentiel électrique d'1 volt. L'énergie cinétique acquise par cet électron soumis à 1 volt, c'est ce qu'on appelle un électronvolt. Et c'est vraiment pas beaucoup. Donc quand on file beaucoup d'énergie à des particules, comme par exemple dans un accélérateur de particules, on la compte en méga ou en giga électronvolts. Prenons comme exemple, pas du tout au hasard, le grand collisionneur de hadrons qui est le plus grand et le plus puissant accélérateur de particules au monde. Ce petit joujou imprime au proton qui l'accélère une énergie de 7 téraélectronvolts. 7000 milliards d'électronvolts. C'est beaucoup. Il faut une machine de 21 km, la plus grande du monde, pour fournir cette énergie à des protons et leur permettre d'atteindre 3 mètres par seconde en dessous de la vitesse de la lumière. Or, c'est un proton qui a été détecté en ce 15 octobre 1991. Et de par les traces qu'il a laissées sur son passage, on estime son énergie à 3,2 fois 10 puissance 20 électronvolts. Je vous parle d'électronvolts, mais ce sont des échelles d'énergie de particules subatomiques. Ça n'est en rien comparable avec les quantités d'énergie que vous rencontrez au quotidien. Et je peux vous en parler autant que je veux, ça vous évoquera rien de concret. Mais ce proton, lui, il avait une énergie tellement élevée qu'on peut la compter en joules et la comparer à quelque chose de bien concret. Voici des balles de 22 longs rifles subsoniques 29 grains à bourron que j'ai trouvées sur internet. Plus une balle est grosse et plus elle part vite, plus son énergie est importante. Mais rien ne sert d'aller vite si vous ne libérez pas son énergie à l'arrivée. C'est pour ça qu'il existe, entre autres, des balles perforantes et des balles creuses. Et je vous jure que ça a tout à voir avec la vidéo d'aujourd'hui, donc efface ton commentaire de rageux me traitant de fasciste et écoute ce que j'ai à te dire. Une balle de forme ogivale, quand elle arrive dans sa cible, va la traverser grâce à sa forme. Mais en ressortant de l'autre côté, si elle vole encore, ça veut dire qu'elle possède encore de l'énergie. Donc qu'elle n'a pas libéré cette dernière dans sa cible. C'est le genre de munition utilisée à l'armée, tout simplement parce qu'elle est capable de percer un blindage. Et à la guerre, on se bat contre des gens qui s'attendent à prendre des balles et donc se protègent derrière un blindage. Enfin, sauf quand on est un fils de pute qui avoine des populations civiles, mais c'est pas la question. De l'autre côté, nous avons donc la munition à tête creuse, et celle-là, quand elle arrive dans sa cible, elle s'ouvre, elle champignonne, voire elle se fractionne. Sa surface augmente, de même que sa résistance dans les tissus, ce qui fait qu'en général, elle ne ressort pas, puisqu'elle libère toute son énergie dans sa cible. Et plus d'énergie libérée, c'est plus de dégâts. Et ça, c'est la munition qu'on va plus retrouver à la chasse. Parce que le but de la chasse, c'est de tuer net, pas de percer un gilet pare-balles. Repensez à cette différence la prochaine fois que vous choisirez vos munitions dans votre FPS favori. En parlant de FPS, ça veut dire First Person Shooter, mais aussi Feet per Second, pieds par seconde, qui est une unité de vitesse. La vidéo d'aujourd'hui part vraiment dans tous les sens. La vitesse en pieds par seconde d'une munition, outre déterminer son énergie, va aussi déterminer son bruit. En effet, au-delà de 1125 pieds par seconde, soit environ 340 mètres par seconde, la balle est dite supersonique. Quand une munition est tirée, c'est l'expansion des gaz due à la combustion de la poudre qui pousse la balle hors de l'arme. Mais l'expansion des gaz ne s'arrête pas à la bouche du canon, elle continue dans l'air, provoquant une onde de choc qui n'est autre que la détonation de l'arme. Pour éviter ça, on peut ajouter à l'extrémité du canon un tube constitué d'alvéoles dont le but va être de récupérer et dévier l'expansion de ces gaz afin d'éviter cette onde de choc et ainsi diminuer le bruit de l'arme. C'est ce qu'on appelle communément un silencieux, terme totalement faux puisque ça ne rend pas une arme silencieuse. Le terme approprié c'est modérateur de son. Mais par facilité, appelons-le un silencieux. Ce dispositif ne rend pas l'arme silencieuse parce que de 1, l'expansion des gaz dans l'air est limitée mais toujours présente, mais surtout, la balle qui sort du canon est supersonique. En se déplaçant dans l'air plus vite que le son, elle crée une onde de choc, exactement comme un avion de chasse, et claque dans l'air.
Votre arme fait donc toujours un barouf du diable, et vos fantasmes splintercelliens volent donc en éclats. Il existe donc une autre catégorie de munitions dite subsonique. La quantité de poudre dans une balle se compte en grains. Moins de grains, c'est moins de gaz. Moins chargées en poudre, ces balles sont donc poussées moins fort et volent donc à moins de 1125 pieds par seconde. Et sur un calibre raisonnablement petit avec des munitions raisonnablement faibles et un modérateur de son. Mais même si on s'en rend pas compte en vidéo, là il faut encore compter 70 décibels, ce qui ne correspond toujours pas à la définition de silencieux. Et fait toujours de l'agent 47 un mec pas très discret, en plus d'enlever de la puissance à son arme. Et donc revenons à mes 22 longs rifles subsoniques 29 grains à bourron. Maintenant vous comprenez ce que ça veut dire. Ce sont les munitions les plus faibles que j'ai trouvées. En dessous, on passe sur une carabine à plomb. Néanmoins, cette munition reste létale si on vous la colle dans la tête à courte portée. C'est d'ailleurs la technique des Navy Seals qui sont équipés, entre autres, d'armes aussi discrètes que peu puissantes. Vous voyez cette balle? Le proton détecté par l'œil de mouche avait la même énergie, soit une cinquantaine de joules. Toute l'énergie d'une balle de pistolet dans un seul et unique proton. Donc j'aime autant vous dire que lui, il volait pas en dessous de la vitesse du son. C'est même plutôt l'inverse puisqu'il se déplaçait à 0,9999999999999999999 fois la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que si vous preniez ce proton, un photon, et que vous leur faisiez faire la course dans le vide, il faudrait 215 000 ans au photon pour prendre 1 cm d'avance. La quantité d'énergie de ce proton était 40 millions de fois supérieure à celle imprimée dans le LHC. Et c'est aussi à peu près 40 millions de fois moins que le plus haut niveau d'énergie que nos théories actuelles peuvent envisager. Mais alors quoi, ce proton a fait un trou dans l'un des capteurs comme une balle de 22 long rifle? Absolument pas. Parce qu'en entrant dans l'atmosphère terrestre, il a percuté une molécule d'air et exactement comme dans un accélérateur de particules, il a explosé en une myriade de particules subatomiques et c'est cette pluie de particules qui a été détectée par l'œil de mouche et c'est à partir de celle-ci qu'on a pu calculer l'énergie de base de celle qui l'a provoquée. Et c'est en voyant le résultat que la particule a été baptisée « Oh my God ». Alors évidemment, on est en droit de penser qu'il pourrait simplement s'agir d'une erreur de calcul. Sauf que l'expérience a été reproduite. 7 fois depuis. Ce genre de particule est extrêmement rare. On estime le nombre de particules OMG percutant la Terre à 1 par kilomètre carré par siècle. Et quand je dis percuter la Terre, vous avez compris que c'est qu'une façon de parler. Pourquoi sont-elles aussi rares? Parce qu'avec un pareil niveau d'énergie, tout comme dans un accélérateur, la moindre interaction avec la moindre autre particule signe leur destruction. Or, l'espace n'est pas vide, il est baigné de tout un tas de rayonnements, et même si vous êtes loin de toute galaxie, vous baignez toujours dans le fond diffus cosmologique, le rayonnement fossile du Big Bang. Le niveau d'énergie de ce rayonnement se trouve juste au-dessus du zéro absolu, mais même croiser la route de l'un de ces photons à très basse énergie provoque la destruction d'une particule de 8 joules. Or notre proton en faisait 50. Ce que ça veut dire, c'est que statistiquement, il y a peu de chances qu'il soit venu de très loin. Enfin, très loin à l'échelle cosmologique, c'est-à-dire à plus de 100 millions d'années-lumière. Et qu'est-ce qui peut bien produire de telles particules à moins de 100 millions d'années-lumière? Eh ben on sait pas. Peut-être qu'une supernova en explosant peut produire un champ magnétique tel qu'il propulse quelques particules à de pareilles vitesses. Les magnétars aussi font partie des suspects. Le problème, c'est que quand on analyse les particules provenant de supernovae ou de magnétars, on trouve pas de particules oh my god. Une autre hypothèse serait qu'elle soit le résultat de la désintégration de WIMPs, un acronyme anglais pour des particules massives à faible interaction. Des particules bien plus massives que ce que l'on connaît et qui pourraient être des vestiges du Big Bang.
Sauf que ce sont des particules purement théoriques et que même celles-là n'auraient pas assez d'énergie. On a donc inventé le concept de WIMPzilla, des particules extrêmement grosses et massives, des Godzilla subatomiques, mais qui ne trouvent pas leur place dans le modèle standard de la physique des particules. Par contre, même si cette détection c'est peu pour faire des stats, il semblerait que les particules OMG, ou des particules un peu moins énergétiques, viennent plus souvent de la constellation de la Grande Ourse. Où précisément, de quelle distance, ou de quel objet en particulier, mystère et poil de cul. Ici sur Terre, nous sommes protégés de ces rayonnements par l'atmosphère. Il n'en est cependant rien pour les astronautes. Pendant les vols en direction de la Lune, les équipages d'Apollo ont témoigné de flashs lumineux. Ce phénomène est dû à l'effet Cherenkov. Ça arrive quand une particule se déplace plus vite que la vitesse de la lumière. Attends, quoi? Alors, attention. Il y a plusieurs vitesses de la lumière. Celle à laquelle on fait habituellement référence, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Dans un milieu quelconque, comme l'eau, la lumière ralentit. Et dans l'eau, en l'occurrence, elle perd 5000 km/s. C'est cette différence de vitesse qui est à l'origine des phénomènes de réfraction. Et donc, quand une particule se déplace en dessous de la vitesse de la lumière dans le vide, mais au-dessus de la vitesse de la lumière dans l'eau, elle va y créer une onde de choc, exactement comme notre balle de fusil de tout à l'heure. Vous voyez, tout est lié. Sauf que notre balle de fusil de tout à l'heure, elle faisait une onde de choc qui se traduisait par un son. Là, le niveau d'énergie est tel que l'onde de choc est lumineuse. Et donc l'effet Cherenkov, ce sont des particules qui créent des ondes de choc parce qu'elles vont plus vite que la lumière dans l'eau. Ça se traduit donc par de brefs flashs, voire carrément une lueur bleutée continue dans les piscines des réacteurs nucléaires. Et durant les missions Apollo, les astronautes ont donc eu droit à des ondes de choc lumineuses de particules traversant leurs yeux. Et alors, est-ce que les astronautes voyagent dans l'espace avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, prenant la forme d'une particule oh my god qui viendrait leur transpercer le crâne? Eh ben en fait, non. Les particules OMG ont une telle énergie qu'elles interagissent relativement peu avec la matière. Mais t'as pas dit tout à l'heure qu'un simple photon pouvait les détruire en une pluie de particules subatomiques? Oui, mais ces particules voyagent extrêmement vite. Tellement vite et avec des effets relativistes tels qu'entre le moment où elles sont détruites et le moment où on le constate, il peut se passer une très grande distance. Quand ils voyagent à presque la vitesse de la lumière, le temps s'écoule tellement lentement pour un proton que le temps qu'il interagisse avec une autre particule, il se trouve déjà à plusieurs mètres de là. De fait, quand une telle particule traverse un objet, elle a tellement d'énergie et va tellement vite qu'elle interagit peu et ne la libère que loin derrière. Comme ma balle perforante de tout à l'heure. Donc un blindage est relativement peu efficace, mais les dégâts provoqués derrière sont eux relativement limités. Rappelez-vous l'épisode sur Anatoly Bugorski, l'homme qui a mis la tête dans un accélérateur de particules. Mais alors, les astronautes sont-ils en sécurité? Pas pour autant. Parce que justement, les particules moins énergétiques sont, elles, beaucoup plus nombreuses, et comme elles vont moins vite, comme ma balle à tête creuse, elles ont peut-être moins d'énergie, mais elles la libèrent entièrement. Et font donc plus de dégâts. Plus de dégâts, mais les blindages sont plus efficaces. Pour les astronautes en orbite basse, le champ magnétique terrestre leur offre une bonne protection. Mais aujourd'hui, le problème des rayonnements cosmiques, et surtout ceux du Soleil, sont le principal problème à régler pour les voyages interplanétaires. Les particules oh my god ne sont donc pas un danger ou une menace. En revanche, déterminer leur origine nous en apprendrait sûrement beaucoup encore sur notre univers, voire peut-être même sur les origines de celui-ci. En attendant, levez les yeux au ciel, soyez astronogeek, et à la revoyure.